Donc, la première question est assez simple. Ça commence tout doucement. Donc, lisons l'énoncé tout d'abord. Pour tout n dans n étoile, on donne dn l'ensemble des diviseurs de n dans n étoile et sigma n la somme des éléments de dn, c'est-à-dire sigma n est égal à la somme des diviseurs appartenant à dn, donc sigma n est égal à la somme des diviseurs dans dn, à savoir donc dn est l'ensemble des diviseurs de n. Voilà, donc pour la première question, on suppose que n est premier. Voilà, donc n est premier. Et on nous demande de calculer sigma n, qui est la somme des diviseurs de n. Or, nous savons qu'un nombre premier, donc l'étude se fait dans n. Alors, un nombre premier dans n admet deux diviseurs qui sont 1 et lui-même, donc 1 et n. Alors, donc, voilà, n est premier, donc dn est égal à 1n. Bien sûr, l'étude se fait en n, c'est-à-dire dans l'ensemble des entiers naturels. C'est pour cela qu'on prend que les diviseurs positifs. Si l'étude était en z, bien sûr, on prendrait plus ou moins 1 et plus ou moins n. Voilà, donc voici l'ensemble des diviseurs de n dans n. Voilà, donc dans ce cas, sigma n, c'est tout simplement la somme des diviseurs qui est bien n plus 1. Donc c'est tout pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, pour P premier et alpha dans n étoile, calculer sigma de P puissance alpha. Voilà donc P premier. Il s'agirait maintenant de déterminer l'ensemble des diviseurs de P à la puissance alpha, sachant que alpha est un entier naturel non nul. Donc, à votre avis, quel est l'ensemble des diviseurs? Tout simplement, ça serait 1 P, voilà, etc. P au carré, etc. jusqu'à P à la puissance alpha. Tout simplement parce que P est premier, donc la décomposition de P à la puissance alpha en produit de facteurs premiers s'exprime en elle-même. C'est bien P à la puissance alpha. Donc les diviseurs seront 1P, P au carré jusqu'à P à la puissance alpha. Voilà. Dans ce cas, sigma de P à la puissance alpha serait égal à la somme des diviseurs qui est donc qui peut s'exprimer de la sorte. Donc P à la puissance K de K égale à 0 jusqu'à alpha. Donc pourquoi je commence de 0? Tout simplement parce que le premier diviseur est 1. Donc pour K égale à 0, P à la puissance K égale à 1. Voilà. Jusqu'à P à la puissance alpha. Donc le dernier terme, c'est P à la puissance alpha. Et voilà. Donc c'est une somme géométrique. Donc, directement, elle est égale à 1 moins P à la puissance nombre de termes qui est alpha moins 0 plus 1. Donc, 1 moins P à la puissance alpha plus 1 sur 1 moins P. Voilà. Donc, bien sûr, multiplié par le premier terme. Or, le premier terme est égal à 1. Donc, la formule s'écrit comme ceci. Voilà pour la deuxième question qui est aussi assez simple. Passons maintenant à la question 3a. Donc dans la question 3, on fixe A et B dans n étoiles, telles que APGCDB égale à 1, et soit F l'application définie de DA fois DB jusqu'à DAB pour un couple KL fait correspondre f de KL qui est égal au produit de K et L. Donc pour la question 3a, il nous est demandé de montrer que l'application est injective. Voilà, donc
Tout d'abord, on écrit l'application, on la met devant nous. Donc f de dA fois dB jusqu'à dAB, et qui pour un couple KL de dA fois dB fait correspondre f de KL qui est égal à K fois L. Donc voici l'application si bien définie. Donc pour la question 3a, il nous est demandé de montrer que cette application est injective. Donc juste après on nous dit, c'est-à-dire pour tout KL, K'L', deux couples de dA fois dB, on a f de KL est égal à f de fK'L' implique que les deux couples KL et K'L' sont égaux. Donc tout simplement, on nous rappelle qu'est-ce que c'est que l'injectivité, l'injection, pardon, bien l'injectivité, c'est la même chose. On nous rappelle ce qu'est l'injectivité, mais on n'a pas besoin de nous le rappeler puisque vous êtes censé connaître cette définition en première année bac, puisqu'elle a été abordée en première année bac. Peut-être qu'elle a même été rappelée dans les structures algébriques. Donc on utilise souvent l'injectivité pour montrer qu'une application est bijective, surtout dans tout ce qui concerne les homomorphismes, pour montrer que c'est un isomorphisme. Donc on peut passer par l'injectivité, puis par la surjectivité. Voilà, mais pas de problème, on vous l'a rappelé, donc tant mieux. Donc tout d'abord, il faut fixer deux couples KL et K'L' de l'ensemble de départ dA fois dB tel que f de KL est égal à f de K'L'. Voilà, donc il s'agit de montrer que ceci implique que les deux couples sont égaux pour satisfaire l'injectivité. Donc déjà, c'est quoi f de KL? Donc par définition de l'application, f de KL c'est K fois L. Voilà. Et f de K'L' c'est aussi K'L'. Donc pour montrer que les deux couples sont égaux, donc il s'agirait de montrer que K égale à K' et que L est égal à L'. Voilà, donc KL égale à K'L'. Donc je rappelle une information qui est très importante et qui a été donnée dans cet exercice, c'est que APGCDB égale à 1. Donc APGCDB égale à 1, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de A et B est égal à 1. Donc A et B n'ont pas de diviseur commun à part 1. Puisqu'ils n'ont pas de diviseur commun à part 1 et que K et L et que K et K' sont des diviseurs de A puisqu'ils appartiennent à dA, et L' sont des diviseurs de B puisqu'ils appartiennent à dB, donc ils sont premiers entre eux. Voilà, en tant que diviseurs de A et B, ils sont premiers entre eux, donc on a bien K, PGCD, L' égale à 1, et aussi K', PGCD, L égale à 1. D'ailleurs, on a aussi K, PGCD, L égale à 1, mais ce n'est pas très intéressant parce que ça nous n'avancerait en pas grand-chose, puisque le plus important, c'est de remarquer que K, PGCD, L' égale à 1 et K', PGCD, L égale à 1. Maintenant, nous allons raisonner par le théorème de Gauss à partir de cette égalité. Donc, on a K divise K'L', et comme K, PGCD, L' égale à 1, donc d'après le théorème de Gauss, on a K
divise K'. On a aussi L' divise K fois L. Pardon, donc pas L', plutôt K' divise K fois L. Donc pourquoi je raisonne sur K'? J'essaye de montrer que K divise K' et que K' divise K, parce que ceci impliquerait directement que K égale à K'. Donc si K divise K' et que K' divise K, ceci implique que K égale K', puisque on travaille dans N, qui est un ensemble d'entiers naturels. Donc directement on aurait K égale K'. Voilà, donc K' divise KL et K' PGCDL égale à 1. Donc, encore une fois, par le théorème de Gauss, on trouve que K' divise K. Et voilà, donc de 1 et 2, ceci implique que K égale K'. Donc bien sûr, si on était dans Z, ceci impliquerait que K égale, que la valeur absolue de K égale la valeur absolue de K', puisque dans Z, on opère sur des entiers relatifs, mais puisque on est dans N, donc directement K égale K'. Voilà, donc K égale K', en remplaçant dans cette égalité, donc puisque K égale K', on pourra simplifier, donc on aurait KL est égal à K' L', or K' égale K, donc K' devient K, et voilà, donc KL'. K et K' vont se simplifier, puisque K est non nul, c'est en effet un diviseur de A, donc il est non nul, et voilà, donc L égale L'. Voilà, donc on a trouvé que K égale K' et que L égale L'. Par conséquent, on a bien KL est égal à K' L'. Et voici, l'injectivité de la fonction a été démontrée. Passons maintenant à la question 3b. Donc soit D appartenant à DAB montrer que D est égal à K fois L, ou K égale à D PGCDA et L est égal à D PGCDB. Donc pour résoudre cette question, j'ai commencé par expliciter les expressions des ensembles DA et DB. Donc j'ai noté DA est égal à A1 jusqu'à AN et DB est égal à B1 jusqu'à BM. Donc où N et M sont des entiers naturels non nuls. Voilà. Donc ceci fait, tout d'abord, on a D appartenant à DAB. Ceci se traduit par D divise AB. Donc D divise AB implique forcément l'existence d'un couple IJ. Donc I appartient à 1 N et J appartient à 1 M. Donc cette notation correspond aux entiers naturels compris entre 1 et N, et là aussi les entiers naturels compris entre 1 et M. Voilà. Donc, tel que D est égal à AI BJ. C'est obligé, puisque D divise AB, donc il s'écrit forcément sous forme de produit des diviseurs de A et de B. Voilà. Donc, ceci dit, on raisonnera sur DPGCDA et sur DPGCDB. Donc, DPGCDA est égal à AI BJ PGCDA, puisque D est égal à AI BJ. Voilà, si on veut mettre entre parenthèses. Et DPGCDB est aussi AI BJ PGCDP. Voilà. Or, APGCDB
égale à 1. Ceci entraîne directement, donc pas de diviseur commun entre A et B à part 1. Donc 1 est le plus grand commun diviseur de A et B. Alors, AI, qui est un diviseur de A, ne divise pas B. Voilà. AI ne divise pas B. Donc, AI PGCDB égale à 1. Voilà. Et on a aussi BJ PGCDA égale à 1. Donc il n'y a pas de commun diviseur entre A et B. Ceci entraîne directement que n'importe quel diviseur de A serait premier avec B et que n'importe quel diviseur de B serait premier avec A. Voilà. Donc en utilisant ces deux résultats, voilà, donc AI, PG, CD, BJ, puisque AI, BJ, PG, CD, A, puisque BJ et A sont premiers entre eux, alors le PGCD de AI, BJ et A serait AI. Voilà. Et AI, BJ, PGCD, B, c'est directement BJ. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, DPGCDA et DPGCDB, on a établi leurs expressions. Voilà, donc le produit de DPGCDA et de DPGCDB serait AI BJ. Et AI BJ, c'est bien D, n'est-ce pas? Parce que D, c'est AI BJ. Voilà. Donc, bien sûr, ça, ici on met car, parce que c'est une justification de DPGCDA égale à AI. Donc, c'est une propriété assez importante. AI, BJ, PGCDA, si A et BJ sont premiers entre eux, donc c'est directement égal à AI, PGCDA. Et ici aussi, c'est BJ, PGCDB. Bien sûr, car AI, PGCDB égale à 1 et BJ, PGCDA égale à 1. Et voilà. Et puisque BJ est un diviseur de B, donc c'est égal à BJ. Et puisque AI est un diviseur de A, donc le PGCD, c'est AI. Voilà, donc cette question requiert une très très bonne compréhension de tout ce qui est PGCD, diviseur, nombre premier, tout ça pour pouvoir répondre facilement. Ah, bien sûr, pas facilement parce que la question requiert un peu de concentration et de rigueur. Voici, mais une fois qu'on a remarqué cela, donc la question est résolue et on a dPGCDA fois dPGCDB égale à D. Or, dPGCDA c'est K et dPGCDB c'est L. Donc ceci entraîne que D est égal à K fois L. Et voici le résultat. Voilà, donc juste après, on nous demande de déduire que l'application F est bijective. Donc si vous avez remarqué, ce résultat permet de montrer que F est surjective. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vient de montrer que quel que soit D appartenant à DAB, qui est l'ensemble d'arrivées de l'application, il existe un couple K et L appartenant à DA fois DB. Donc le couple, on l'a trouvé, donc K c'est dPGCDA et L c'est dPGCDB. Voilà, on l'a démontré dans la première partie de cette question. Tel que D est égal à K fois L. Or, K fois L, c'est F de K, L. Voilà, donc c'est bien la surjectivité de la fonction. Donc F est surjective.
Et rappelez-vous, dans la question précédente, on a montré que F est injective. Donc, par conséquent, l'injectivité plus la surjectivité donne que F est bijective. Et voilà pour la question 3b. Passons maintenant à la question 3c. Donc, il s'agit de montrer que sigma AB est égal à sigma A fois sigma B. Donc, commençons tout d'abord par sigma de AB, qui est égal à la somme des diviseurs dans DAB voilà. Donc, tout d'abord, il faut déterminer DAB pour pouvoir simplifier ce calcul. Donc, qu'est-ce que c'est que DAB? Donc, il faut remarquer que, puisqu'on a montré la bijectivité de la fonction, alors on a DAB qui est l'ensemble d'arrivée, il est égal à l'image de l'ensemble de départ par l'application F et qui est DA fois DB. Voilà, donc DAB c'est égal à F de DA fois DB par bijectivité de l'application F. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que F de DA fois DB? Donc c'est tout simplement l'image de... Donc DA fois DB, c'est l'ensemble des couples AI, BJ, tels que IJ appartient à 1N, 1M. Voilà. Donc F de AIBJ, donc c'est quoi F de AIBJ? Donc par définition de l'application, on a F de K, L est égal à K fois L. Donc F de AIBJ, ça serait AIBJ, tout simplement le produit. Voilà, donc on peut directement dire que cet ensemble, c'est l'ensemble des AIBJ tels que I et J appartiennent à un N, un N. Bien sûr, on a tout à l'heure explicité les expressions de DA et DB. Donc DA, c'est l'ensemble des diviseurs A1 jusqu'à AN, et DB, c'est B1 jusqu'à BM, d'où cette expression, ou bien cette explicitation de l'ensemble. Voilà, donc ceci dit, on a déterminé D de A, P. Voilà, donc maintenant, on pourra calculer sigma de AB. Donc sigma de AB, c'est la somme des éléments de DAB qui sont les AI, BJ. Donc comment pourrait-on noter cela? Donc voilà, donc c'est la somme des couples IJ appartenant à A, 1N fois 1M. Voilà, des AI BJ. C'est une double somme. On pourra l'exprimer autrement. Donc, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N. Voilà, la somme de J égale à 1 jusqu'à M de AI BJ. Donc, c'est une double somme. Donc, vous remarquez que c'est assez compliqué pour un élève de bac. Donc, il faut être vraiment fort pour pouvoir répondre à ce genre de questions
en concours pour un élève de bac. Voilà, donc on peut séparer AI et BJ, donc puisque l'indice, puisqu'ici on a J, donc l'indice I peut sortir chez la somme comportant l'indice I, donc on pourra séparer les sommes, et voilà, et comme ça, on pourrait mettre même les parenthèses, donc c'est un produit de ces deux sommes, et voilà, donc la somme des diviseurs de A, donc AI sont les diviseurs de A, et là c'est la somme des diviseurs de A, donc c'est bien sigma A, multiplié par, et là c'est la somme des diviseurs de B, et qui est bien sigma B. Voilà, donc on a montré que sigma AB est égal à sigma A fois sigma B. Passons maintenant à la question 4. Donc la question 4 est un peu plus simple que les questions précédentes. Donc les questions 3A, 3B, 3C étaient assez compliquées. La question 4, c'est un peu plus facile. Donc il s'agit de déduire que quel que soit S appartenant à N étoiles, donc montrer que quel que soit S, pardon, dont N étoiles, quel que soit A1 jusqu'à AS dont N étoiles, donc les A1 jusqu'à AS premiers entre eux 2 à 2. Qu'est-ce que ça signifie premier entre 2 à 2? C'est-à-dire, quels que soient deux éléments distincts de A1 jusqu'à AS, si on les compare 2 à 2, on trouvera qu'ils sont premiers entre eux. Donc on peut traduire cela comme ceci. Donc quel que soit IJ, ou bien, voilà, quel que soit IJ dans 1n fois 1n, bien sûr, I différent de J implique que AI, PGCD, BJ, pardon, AI, PGCD, AJ égale à 1. Pardon, donc ici, c'est pas un N, c'est plutôt un S, puisque on a fixé S dans N étoile, donc A1 jusqu'à AS. Voilà, donc l'ensemble, c'est plutôt 1S fois 1S, ou bien 1S au carré. Donc I différent de J implique que AI, PGCD, AJ égale à 1. Donc pourquoi I différent de J? Tout simplement parce que si I égale à J, on aura AI, PGCD, AJ est égal à AI, PGCD, AI est égal à AI. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc il faut que les AI et AJ soient distincts. Voilà, donc ceci dit, on peut commencer à résoudre cette question. Donc nous allons raisonner par simple récurrence. Voilà, donc commençons par le cas n égale à 1, s égale à 1 pour initialiser. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de montrer? Il faut montrer que sigma du produit de S de k égale à 1 jusqu'à S des AK est égal au produit de k égale à 1 jusqu'à S des sigma de AK. Donc on va utiliser une récurrence et on va aussi appliquer l'égalité qu'on a démontrée tout à l'heure et qui est sigma, donc je rappelle, c'est sigma AB est égal à sigma A fois sigma B, c'est la clé de cette question. Donc pour initialiser, donc pour S égale à 1, donc le produit de 1 jusqu'à 1 de AK, c'est tout simplement sigma A1
Et là, le produit de 1 jusqu'à 1 de sigma A1, c'est sigma A1. Donc voilà, c'est vérifié. C'est bien vrai. Donc passons à l'hérédité. On fixe n dans n étoiles. Et on suppose que... Pardon, donc c'est pas n, c'est plutôt s. Fixons s dans n étoiles et on suppose que le résultat est vrai. Donc c'est ça le résultat. Donc sigma du produit de i égale à 1 jusqu'à s est égal au produit de i égale à 1 jusqu'à s de sigma ai. Sigma ai. Voilà, donc montrons le résultat à l'ordre s plus 1. Donc on va multiplier par... Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc pour établir le résultat, on va démarrer du produit de i égale à 1 jusqu'à s plus 1 de ai. Voilà. Et on va séparer le dernier terme. Donc le dernier terme, c'est as plus 1. Voilà, multiplié par le produit de i égale à 1 jusqu'à s des ai. Voilà, donc sigma du produit, donc ça fois ça. On considère ça comme étant A et cela comme étant B. Et en appliquant cette égalité, on pourra séparer les termes du produit. Donc on obtiendrait sigma de AS plus 1 multiplié par sigma du produit de i égale à 1 jusqu'à s des AI. Voilà. Et d'après l'hypothèse de récurrence, donc sigma du produit est égal au produit des sigma. Donc sigma, donc je n'aurai pas d'espace, je reviens ici. Donc sigma AS plus 1 multiplié par le produit de i égale à 1 jusqu'à s des sigma AI. Voilà, donc le produit de 1 jusqu'à s. Et ici, on a s plus 1, donc on peut le faire rentrer dans le produit. Et on trouvera le produit de i égale à 1 jusqu'à s plus 1 des sigma AI. Donc voilà, on a montré que sigma du produit de 1 à s plus 1 des AI est égal au produit de 1 à s plus 1 des sigma AI. Donc, on a prouvé le même résultat à l'ordre s plus 1. Donc, par principe de récurrence, l'égalité est bien satisfaite. Passons maintenant à la question 5. Il s'agit de montrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, donc soit n supérieur ou égal à 2, il s'agit d'exprimer sigma n à partir de la décomposition de n en produit de facteurs premiers. Donc, je rappelle que tout entier naturel non nul peut s'exprimer sous forme de produit de facteurs premiers, donc de i égale à 1 jusqu'à un certain m des pi à la puissance alpha i. Donc il faut calculer, donc on nous demande d'exprimer sigma n en fonction de cette décomposition. Voilà, donc c'est donc sigma n, c'est sigma du produit de i égale à 1 jusqu'à m de pi alpha i. Et directement d'après l'égalité de la question 4, ce produit devient comme cela, de sigma de pi à la puissance alpha i.
Voilà. Et je rappelle que sigma de pi à la puissance alpha i, donc d'après la question 2, donc on avait calculé donc on avait trouvé quoi? On avait trouvé que sigma de p à la puissance alpha est égal à 1 moins p à la puissance alpha plus 1 sur 1 moins p. Voilà. Donc, on remplace dans ce produit de 1 moins p à la puissance alpha. Donc, 1 moins pi à la puissance alpha i plus 1 sur 1 moins pi. Voilà. Donc c'est le produit de 1 à n des 1 moins pi à la puissance alpha i plus 1 sur 1 moins pi. Donc voilà. Voici l'expression en fonction de la décomposition en produit de facteurs premiers. Passons maintenant à la question 6. Donc, c'est une application de l'exercice, de ce qu'on a montré au cours de l'exercice 1. Donc, un entier non nul, n est dit parfait lorsque sigma de n est égal à 2n. Voilà, donc on dit qu'un nombre n est parfait si sigma de n égale à 2n. Et on nous donne un exemple, le nombre 6 est un nombre parfait. Vérifions cela. Donc, sigma de 6, c'est la somme des diviseurs de 6. Les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 6, c'est égal à 12, qui est aussi 2 fois 6. Voilà, donc en effet, sigma de 6 est bien égal à 2 fois 6. Donc, 6 est bien un nombre parfait. Donc, attention à ne pas confondre avec les carrés parfaits. Les carrés parfaits ne sont pas les mêmes que les nombres parfaits qu'on vient de définir. Voilà, donc pour cette question 6, on nous demande de montrer que les nombres parfaits pairs sont les nombres d'Euclide. Montrer que les nombres parfaits pairs sont les nombres d'Euclide, à savoir les entiers de la forme EK est égal à 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1, où k appartenant à une étoile avec 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier. Donc, il faut montrer l'équivalence que tout nombre parfait pair s'écrit sous la forme EK est égal à 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1, et que les nombres d'Euclide sont les seuls nombres parfaits pairs, donc il s'agit d'une équivalence. On devra procéder par double implication. Donc, commençons par le sens direct. Donc, montrons donc que si EK, un nombre parfait pair, alors EK égale 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1, où k appartenant à n étoile et 2 à la puissance k plus 1 moins 1 premier. Voilà. Donc, montrons cela. Tout d'abord, E est un nombre. Donc, c'est un nombre parfait pair. Alors, EK, ou bien E, s'écrit sous la forme de 2 à la puissance un certain k fois n. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on note EK. C'est parce que, puisqu'il est pair, donc il s'écrit sous la forme de 2 à la puissance un certain k fois n. Pourquoi un certain k? Bien sûr, parce que, pourquoi
On aurait pu, par exemple, écrire 2 fois m tout simplement comme ça. Mais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se débarrasse de tous les facteurs 2. Tous les facteurs 2 qui sont dans le nombre EK, on les enlève du nombre m et on les met à part. Ici, on rassemble tous les deux. Donc, on rassemble tous les deux sous forme 2 à la puissance k et on reste avec un nombre m qui est impair. Donc, pour obtenir un nombre m impair, on fait sortir tous les facteurs pairs ici sous forme de 2 à la puissance k et on reste ici avec un nombre m impair. D'ailleurs, d'où la notation EK. Donc, k fait référence à 2 à la puissance k. Voilà, donc il faut bien comprendre cette notion. Donc EK s'écrit sous forme de la puissance k fois m, où m est un nombre impair. Voilà. Donc commençons. Tout d'abord, on a dit qu'un nombre EK est un nombre parfait. Donc il vérifie sigma de EK égale à 2 fois EK. Voilà. Donc sigma de EK. On remplace EK par 2 à la puissance k fois m. Donc ça devient sigma fois 2 à la puissance k fois m est égal à 2 fois 2 à la puissance k fois m. Voilà. Ou encore, donc déjà une remarque ici, 2 à la puissance k et m sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que m est impair, donc il n'admet pas de diviseur pair. Or, 2 à la puissance k n'admet que des diviseurs pairs. Et le seul diviseur qui n'est pas pair, c'est 1. Donc le plus grand commun diviseur entre 2 à la puissance k et m, c'est 1. Ainsi, donc, or, 2 à la puissance k et GCD m égale à 1. Voilà, donc d'après la question 3c, sigma du produit est égal au produit des sigma, parce que 2 en puissance k et m sont premiers entre eux, donc on pourra séparer les sigma, ce qui implique que sigma de 2 à la puissance k fois sigma de m égale à donc 2 à la puissance k plus 1 fois m. Donc, calculons sigma de 2 à la puissance k. Donc, sigma de 2 à la puissance k, si vous vous rappelez dans la question 2, on a fait une formule, c'est que sigma d'un nombre premier à la puissance alpha, c'est p à la puissance alpha plus 1 moins 1 sur p moins 1. Donc, on l'applique sur 2 à la puissance k. Donc, c'est 2, ça devient 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Sur 2 moins 1, 2 moins 1 c'est 1, donc ça reste 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Voilà, donc sigma de 2k c'est 2 à la puissance k plus 1 moins 1 fois sigma. Donc, pardon, ici, j'écris rho alors que c'est sigma. Petite confusion. Sigma. Sigma. Voilà. Donc fois sigma de m est égal à 2 à la puissance k plus 1 fois m. Voilà. Donc on peut aussi écrire cela sous la forme sigma de m est égal à 2 à la puissance k plus 1. Ou bien, voilà, bon, si on veut, moins 1. Donc ici, une petite remarque. 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise 2 à la puissance k plus 1 fois m. Or, 2 à la puissance k plus 1 moins 1 et 2 à la puissance k plus 1 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance k plus 1 n'admet que des diviseurs pairs.
à part 1. Et 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est un pair, donc il n'admet pas de diviseur pair. Et par conséquent, leur plus grand commun diviseur est 1. Or, 2 à la puissance k plus 1 moins 1 et GCD 2 à la puissance k plus 1 est égal à 1. Donc, en appliquant le théorème de Gauss, 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Voilà, donc je n'ai pas d'espace. J'efface ça, ce n'était pas nécessaire. 2 à la puissance k plus 1 moins 1 et GCD 2 à la puissance k plus 1 égale à 1. Ce qui implique que, donc d'après Gauss, 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Voilà. Donc 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Voilà, donc m admet des diviseurs. Donc parmi les diviseurs de m, on trouve donc m et voilà, donc on continue. Donc on a dit que 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier avec 2 à la puissance k plus 1. Donc d'après le théorème de Gauss et d'après cette égalité, 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Voilà. Donc cela implique que m s'écrit sous forme de comment dire, k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc, m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est un entier naturel, non nul. Voilà. Et cet entier naturel non nul divise m. Parce que m est égal à k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc k divise m, c'est-à-dire m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Donc m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 divise m. Donc pourquoi j'ai fait cela? Donc c'est une façon pour montrer, ou bien pour parvenir à montrer que m est égal à 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc on essaye de montrer, parce que le but, en fait, on avait dit que EK c'est 2 à la puissance k fois m. Et le but, c'était de montrer que m est premier et qu'il est égal à 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc c'est pour cela que je fais apparaître cette forme-ci. Voilà, ça d'une part. D'autre part, m divise lui-même, donc m divise m. Donc il faut remarquer que sigma de m qui est la somme des diviseurs de m, est supérieur ou égal à la somme des diviseurs qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc on connaît petit m et on connaît petit m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Voilà. Or, bon, m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1, donc ça c'est égal à, donc on réduit au même dénominateur, ça donne 2 à la puissance k plus 1 moins 1 sur m fois 2 à la puissance k plus 1 moins m plus m. Voilà, donc moins m se simplifie avec plus m et il reste 2 à la puissance k plus 1 fois m. Voilà, et si vous remarquez, ça, c'est bien l'expression qu'on a ici. Ça, c'est égal à sigma m, d'après cette égalité.
Donc 2 à la puissance k plus 1 fois m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1, c'est égal à sigma m. Donc, cette somme n'est pas inférieure à sigma m, mais elle est égale à sigma m. Donc, c'est ce qu'il faut remarquer. Donc, sigma m est égal à ça. Qu'est-ce qu'on déduit à partir de cela? On déduit que, puisque cette somme coïncide avec sigma m, donc m et m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 sont les seuls diviseurs de m. Parce que leur somme est égale à la somme de tous les diviseurs de m. Donc ils sont forcément les seuls et uniques diviseurs de m. Et ils sont en nombre de 2. Et les seuls entiers naturels qui ont 2 diviseurs exactement sont les nombres premiers. Donc m est forcément premier. Donc m et m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 sont les seuls diviseurs de m. Donc, m est premier parce qu'ils sont en nombre de 2. Et de plus, donc un nombre premier, on sait qu'il est divisible par 1 et par lui-même. Donc, il est divisible par lui-même. Il nous reste 1, donc forcément, m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 égale à 1. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il fallait savoir où on devait arriver. On veut montrer que m est égal à 2 à la puissance k plus 1 moins 1. On l'a fait. C'est parce que m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1, c'est égal à 1. Parce que m est premier. Donc, les seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Donc, forcément, m sur 2 à la puissance k plus 1 moins 1 égale à 1. Ou encore, petit m égale 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Voilà, donc on remplace dans EK et on retrouve EK égale 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Et 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier parce qu'il est égal à m. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait montrer avec 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc maintenant, on passe à la réciproque. Donc on passe à la réciproque. Il s'agit de montrer le sens inverse pour satisfaire l'équivalence entre les nombres d'Euclide et les carrés, pas les carrés, pardon, et les nombres parfaits pairs. Donc voilà, il s'agit de montrer que, donc réciproquement, montrons que, donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc il faut commencer du fait que EK est égal à 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1 avec 2 à la puissance k plus 1 moins 1 premier implique que sigma de EK égale à 2 fois EK. Voilà. Donc, on commence par calculer sigma de EK. Donc, on remplace EK par sa valeur. Sigma de EK, c'est sigma. Donc, pourquoi je confonds les deux symboles? Donc, c'est pas ρ, mais c'est sigma. Voilà. Donc, sigma de 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1. On remplace EK par sa valeur. Voilà. Or, 2 à la puissance k, et GCD 2 à la puissance k plus 1 moins 1 égale
à 1. Donc on a déjà justifié pourquoi. On redit, donc 2 à la puissance k n'admet que des diviseurs pairs à part 1, et 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est impair, donc ils n'ont pas de commun diviseur plus grand que 1. Donc le PGCD de 2 à la puissance k et 2 à la puissance k plus 1 moins 1, c'est 1. Voilà, donc ceci implique, d'après la question 3C, que, donc on revient à la ligne, donc sigma du produit, donc sigma du produit est égal au produit des sigma, d'après la question 3C, comme ils sont premiers entre eux, donc c'est égal à sigma de 2 à la puissance k multiplié par sigma de 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Voilà, donc sigma de 2 à la puissance k, c'est 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc on l'a déjà calculé en utilisant la formule sigma d'un nombre premier à la puissance alpha de e premier est égal à p à la puissance alpha plus 1 moins 1 sur p moins 1. Donc si on l'applique à 2, ça donne 2 à la puissance k plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, qui est 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Sigma de 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Donc on a dit que 2 à la puissance k plus 1 moins 1 est premier. Et si vous vous rappelez, d'après la question 1, sigma d'un nombre premier, c'est le nombre plus 1. Bien sûr, parce qu'un nombre premier n'admet que deux diviseurs, lui-même est 1. Donc lui-même, c'est 2 à la puissance k plus 1 moins 1, plus le diviseur 1. Et voilà, donc ça se simplifie 1 avec moins 1. Et on garde 2 à la puissance k plus 1 fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1, ce qui est égal à 2 fois 2 à la puissance k fois 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Voilà. Donc ça, c'est EK. Donc c'est égal à 2 fois EK. Donc finalement, sigma de EK est égal à 2 EK, d'où la réciproque. Et ainsi, on a satisfait l'équivalence et on a répondu à la question 6 pour terminer cet exercice. Voilà, donc très très bel exercice, exercice très très intéressant. La question 6 est aussi très exceptionnelle, donc c'est rare de trouver des questions comme ça. C'est aussi difficile, c'est assez costaud. Je pense que c'est compliqué de résoudre la question 6 au milieu de l'épreuve. Donc ça va prendre assez de temps, surtout pour avoir l'idée, si on n'a jamais étudié le théorème de Euclide-Euler, donc ça serait assez compliqué. Mais quand même, c'est un joli exercice. Il y avait des questions abordables, il y avait des questions assez compliquées. Mais voilà, donc en conclusion, très bel exercice. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et à la prochaine.